Sens public continue et pendant toute cette semaine jusqu'aux commémorations du 7 octobre, lundi prochain, nous revenons sur la guerre qu'Israël mène à ses frontières après la société israélienne déchirée dont nous parlions hier. Gros plan sur Gaza que je vous propose ce soir. C'est l'un des territoires les plus denses au monde qui est détruit, sa population décimée sans que les objectifs de Benyamin Netanyahou ne soient atteints. Le Hamas n'est pas éradiqué et il détient toujours des dizaines d'otages israéliens dans les tunnels. Samia Dechir. Plus l'armée israélienne concentre ses frappes au Liban, moins elle pilonne Gaza. Depuis quelques jours, les frappes sont moins intenses, mais elles n'ont pas cessé. Au moins 31 personnes sont mortes aujourd'hui dans des raids aériens menés par Tsahal. La semaine dernière, 3 écoles abritant des réfugiés ont été bombardées, comme ici, à Jabalia. Les citoyens sont venus dans cette école pour se mettre à l'abri des missiles des forces d'occupation israéliennes. Mais elles ont poursuivi les enfants et les femmes qui se trouvaient dans cette école et l'ont prise pour cible. Après un an de guerre, le bilan humain est dramatique pour Gaza. 41 638 morts et plus de 96 000 blessés. Les 2 tiers des bâtiments ont été détruits ou endommagés. La quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants a été déplacée. Plus d'1 million de personnes s'entassent dans ce camp d'Al-Massawi, au sud de l'enclave. Les tentes précaires où ils ont trouvé refuge ne les protègent ni du froid, ni des pluies parfois violentes à l'approche de l'hiver. J'ai peur de me noyer parce que l'eau de pluie s'écoule depuis un terrain élevé et que j'habite dans une zone de basse altitude. Où puis-je aller? Toute la tente est en tissu. Est-ce que cela protégera quelqu'un? Est-ce que cela protégera les enfants? Des conditions de vie qui font craindre un désastre sanitaire avec la propagation de maladies. Après une visite d'1 semaine, le porte-parole de l'UNICEF a alerté dimanche sur l'extrême vulnérabilité des enfants dans la bande de Gaza. Nous avons rencontré Faha, un tout petit bébé de 10 mois souffrant de malnutrition et d'une infection respiratoire. Cela nous a brutalement rappelé que les enfants de la bande de Gaza, en particulier dans le nord, n'ont pas accès à une nourriture suffisante et vivent dans des conditions d'hygiène et d'assainissement dramatiques. Les États-Unis disent continuer à travailler pour obtenir urgemment un cessez-le-feu, une perspective que l'État hébreu ne semble pas prêt à accepter pour l'instant. Le martyr de Gaza et plus généralement la situation au Proche-Orient avec Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient et vous avez supervisé ce livre, le livre noir de Gaza, publié aux éditions du Seuil. Didier Loraz, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes journaliste en charge de la géopolitique, de la défense et du terrorisme à l'AFP Paris, à l'agence France-Presse. Louise Alouin-Bichet, bonsoir et bienvenue. Vous êtes responsable des opérations au Moyen-Orient pour l'ONG Médecins du Monde. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique, évidemment, est restée à mes côtés. Je vais être totalement transparent avec nos téléspectateurs. Donc, on a choisi cette semaine de consacrer chaque jour notre second débat au 1 an des attaques terroristes du 7 octobre. Hier, c'était la société israélienne fracturée. Ce soir, c'est Gaza. Mais l'actualité, et on pouvait s'en douter, on n'est pas surpris, elle est là tous les soirs. Et l'actualité de ce soir, au moment où on enregistre ce débat en fin d'après-midi, ce sont des alertes au-dessus d'Israël, tirs d'interception de missiles et détonations au-dessus de Jérusalem, selon des journalistes de l'AFP. Didier Loraz, je commence avec vous. Des missiles ont été tirés d'Iran vers Israël, nous dit une autre source de l'armée israélienne. Qu'est-ce qui est en train de se jouer avec toute la prudence nécessaire, vu l'heure à laquelle on parle ? Alors déjà, on constate effectivement qu'on est dans une sorte d'accélération assez dramatique de l'histoire, puisqu'on ne peut pas affirmer, on a du mal à affirmer aujourd'hui tout de suite quelque chose qui sera valable dans 2 heures. La réaction de l'Iran ces derniers jours était très attendue après les attaques israéliennes contre le Hezbollah. Pour moi, la chose est assez simple. Si un missile ou des missiles touchent Israël et fait des victimes, possiblement il y a réponse d'Israël. Et là, un affrontement direct entre Israël et l'Iran, ça nous emmène droit vers la catastrophe. Enfin, ça emmène le Proche-Orient, le Moyen-Orient, droit vers la catastrophe. Donc là, objectivement, il faut espérer que le dôme de fer, qui est donc le système de défense aérien israélien et qui est considéré comme le meilleur au monde,
fasse son travail et qu'ils arrivent à intercepter les missiles avant qu'ils tombent. Après, mais ce dôme de fer, il est déployé au-dessus des principales villes, des grandes villes, Alors, en tout cas, il est déployé clairement au-dessus de Tel Aviv et Jérusalem. Après, j'imagine, dans un certain nombre de grandes villes. Maintenant, même sur un territoire comme Israël, qui pas très grand, je ne pense pas qu'il y ait une garantie à 100%. De la même façon, je ne vois pas pourquoi les Iraniens s'amuseraient à aller taper dans une zone qui n'est pas habitée. Donc... voilà. Après, j'ai pas. Oui, on est prudent. On est prudent voilà. et voilà. Et j'ai pas tout l'historique. Enfin, ça fait quand même un petit moment que Israël n'a pas été frappé de façon massive et efficace depuis l'aérien. Donc, a priori, le système de défense fonctionne. Voilà. Mais une chose est sûre, on est quand même chaque jour, et là les mots nous manquent, on est quand même au bord du gouffre. Donc on le répète tous les jours, on est encore plus... parce que vous dites catastrophe, je vais me tourner vers vous, Agnès Levallois. Effectivement, on parle souvent ça fait des mois, enfin ça fait un an, on parle des lignes rouges des uns et des autres, sur ce conflit d'ailleurs, et sur d'autres. Mais moi j'ai ce sentiment que elles ont été grignotées petit à petit, semaine après semaine ou mois après mois. Et là, c'est quoi la catastrophe? C'est un affrontement direct entre l'Iran et Israël, alors que ça fait quand même des semaines, et sur ce plateau, on a consacré beaucoup de débats sur le thème, où on se dit l'Iran est trop faible, l'Iran ne veut pas ou ne peut pas y aller. C'est vrai que l'Iran ne voulait pas, je crois vraiment, je continue à penser que l'Iran ne voulait pas y aller, mais c'est vrai que l'assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, et toutes les attaques contre le Hezbollah maintenant depuis une quinzaine de jours, avec en plus les opérations précédentes, je rappelle quand même le 1er avril, le consulat iranien à Damas, qui est touché par Israël, il n'y a pas eu de réplique, l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran le 31 juillet dernier, pas de réplique. Donc il y a eu plusieurs incidents graves sans réplique iranienne parce que l'Iran ne voulait pas aller vers cette escalade. Mais là, il y a un moment où pour sa crédibilité, l'Iran ne peut pas rester indéfiniment sans réagir. Donc on va voir si la réaction de l'Iran va se limiter, si je puis dire, à ce qu'avait fait l'Iran après les attaques contre son consulat à Damas, où il y avait eu quelques missiles qui avaient été envoyés, mais en prévenant. Alors là, il y a eu quand même des annonces, parce que ça fait quelques heures qu'on dit il y a une attaque imminente ou c'est en train de se passer. Donc est-ce que ça va être limité dans la façon de répliquer pour que l'Iran puisse montrer qu'elle réagit parce que sa crédibilité est en jeu, mais sans prendre le risque, comme vous disiez très justement, d'avoir des victimes, parce que s'il y a des victimes israéliennes, non seulement c'est une guerre avec Israël, mais c'est une guerre avec les États-Unis, puisque les Américains ont dit et l'ont répété et ont mis en place un certain nombre d'infrastructures militaires en Méditerranée pour pouvoir prêter main forte à Israël en cas de besoin. Et si l'Iran attaque et qu'il y a des victimes, les Américains réagiront aux côtés d'Israël. Donc vous imaginez bien que là, on rentre dans encore autre chose de cette escalade que l'on craignait depuis maintenant un an. Et là, on est en plein dedans. Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense en toute fin d'après-midi ce mardi. Louise Alouin-Bichat, on va évidemment parler de Gaza et de l'action de Médecins du Monde à Gaza. Alors, j'improvise une question, peut-être qu'elle est à côté de la plaque, et je m'en excuse par avance, mais je ne sais pas si vous avez du personnel Médecins du Monde en Israël, et si vous avez des retours sur ce qu'ils vivent en ce moment. Alors, on n'a pas de collègues sur le territoire israélien à proprement parler. Peut-être pour expliquer aussi pourquoi, c'est qu'on intervient dans des situations où le système de santé s'effondre ou est en difficulté avec un appel à la communauté internationale, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur le territoire israélien. Après, on a énormément d'activités et beaucoup de collègues en Cisjordanie. Qui eux, entendent très fréquemment les roquettes. Il y a encore quelques jours, des roquettes tombaient juste à côté de Ramallah, en l'occurrence. Donc voilà, ils sont également touchés, en tout cas, dans un état aussi de stress permanent. Oui, j'entendais Didier Loras en préparant l'émission, parce qu'effectivement, vous nous disiez, Agnès Levallois, ça fait plusieurs heures que du côté américain, on alerte sur l'imminence d'une frappe iranienne, avec ces termes qui ont été employés sur la possibilité de l'utilisation de missiles balistiques. Alors là aussi, Didier Loras, je me tourne vers vous, parce que missile balistique ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, charge nucléaire, évidemment. Il faut bien expliquer de quoi on parle, quoi. Alors, de toute façon,
oui, il faut être très clair là-dessus. L'Iran n'est pas une puissance nucléaire. Elle est au seuil. Alors, il y a même débat là-dessus pour savoir est-elle au seuil ou pas. Si elle est vraiment au seuil. Pas encore. L'Iran dispose vraisemblablement d'un niveau d'enrichissement proche de celui qui est nécessaire pour développer l'arme. Après, il faut être capable de faire des ogives qui puissent être intégrées dans des missiles et d'avoir les missiles qu'il faut pour. Et là, il y a encore un peu de route. Donc, heureusement, on n'est pas encore sur un affrontement entre deux puissances dotées de l'arme. Mais de toute façon, encore une fois, bien sûr que le chiffon rouge nucléaire est toujours extrêmement important et symboliquement très fort. Là, j'ai envie de dire, c'est pas le propos. Un missile classique peut faire 50 morts, et si l'Iran tue 50 Israéliens, c'est une catastrophe pour la sécurité de toute la région. Mais est-ce que c'est pas ce que cherche Benyamin Netanyahou? Pardon d'être un peu trivial dans la façon de poser la question, Agnès Levallois, parce qu'il y a ce sentiment d'une espèce de fuite en avant guerrière depuis quelques semaines, et peut-être encore plus depuis le 17 septembre, avec cette opération réussie contre le Hezbollah, les beepers, puis le lendemain les talkie-walkie. Peut-être une... Je ne sais pas quel terme, on parlait de tourbillon. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de tourbillon de victoire ressenti par Benyamin Netanyahou et son Moi, j'ai le cabinet de guerre. sentiment qu'effectivement, aujourd'hui, Netanyahou est complètement pris là-dedans. C'est-à-dire qu'il a le sentiment qu'à Gaza, ça y est, on va en parler, le territoire est rasé. Il y a plus... Alors, les objectifs de guerre affichés n'ont pas été vraiment atteints. Donc maintenant, on se tourne vers le Liban parce qu'une pression est très forte sur le gouvernement pour que les populations du nord d'Israël puissent rentrer chez elles. Et donc, pour cela, il faut éliminer la menace que représente le Hezbollah. Le fait d'avoir attaqué, d'avoir touché Nasrallah, qui était un objectif de l'armée israélienne qui remonte bien avant le 7 octobre, puisque ça fait des années qu'Israël prépare le moment où il pourra atteindre Nasrallah, qui est responsable d'un certain nombre d'attentats menés en Israël. Donc l'attaque contre Nasrallah, auparavant les attaques beepers, talkie-walkie et les bombardements, montre clairement que Israël aujourd'hui se sent tout puissant et capable de mener des opérations sur différents terrains, et en attaquant aussi des installations jusqu'au Yémen, puisqu'on a vu ce week-end, il y a eu aussi des bombardements sur le Yémen. Donc il y a le sentiment qu'aujourd'hui, Israël domine la région et montre à tous les acteurs que c'est le seul qui est en mesure d'imposer, d'une certaine manière, un nouvel ordre à venir. Alors, quel sera-t-il? Et je ne vois pas comment on peut imposer un ordre dans des conditions pareilles. Mais c'est quand même ça, la dynamique que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Et moi, j'étais plutôt, ces derniers jours, à me dire Israël va attaquer quelques infrastructures militaires iraniennes pour montrer que, justement, maintenant, c'est Israël qui donne le là, si je puis dire, de ce que va d'une région. Bon, là, l'Iran, de sa manière, a pris les devants par rapport à ce que j'avais peut-être imaginé. On parle de Gaza dans une minute. Un dernier mot peut-être sur ce qu'on vient d'évoquer. Oui, j'ai envie de souligner quand même qu'en l'espace d'un an, Netanyahou a réussi à renverser la terreur. Le 7 octobre, on assiste évidemment à l'attaque la plus violente contre Israël, contre les Juifs depuis la Shoah, en une seule journée. Aujourd'hui, 1139 morts, dont 700 civils, 250 otages. Israël littéralement à terre. Un an plus tard, Gaza est rasé. Agnès l'a dit tout à l'heure, les Israéliens ont quand même réussi à aller tuer, annihiler dans une banlieue cossue de Téhéran. C'est un camouflet invraisemblable et c'est une démonstration de force absolument extraordinaire des services secrets israéliens. Pareil pour les beepers, qui est une opération qui a été préparée pendant des années. Donc là, oui, il y a une espèce de fuite en avant dont je pense Netanyahou profite en termes de popularité dans son propre pays. Donc voilà, il a frappé les Houthis. De même qu'on dit l'Iran ne pouvait pas ne rien faire, encore une fois, si Israël est touché, Israël ne peut pas ne pas répondre. Escalade. On verra ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Sur le plan humanitaire, Louise Alma-Bichet, cette offensive anti-Hezbollah, on va remonter au 17, est-ce que ça offre, je mets des guillemets, une sorte de répit aux Gazaouis? Alors, ce que effectivement les équipes nous disent à l'intérieur,
répit, ça va être difficile effectivement d'utiliser ce terme, mais tout à fait. En tout cas, une baisse du nombre, de l'intensité des bombardements. Il n'en reste pas moins que ça continue tout de même et que, là encore, parmi nos collègues, certains de leurs proches ont été tués il y a une semaine, il y a 10 jours. Donc, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, répit reste difficile à employer comme terme. Mais oui, en effet, il y a une forme d'accalmie de ce point de vue-là, ce qui ne change que très peu de choses, finalement, à la situation humanitaire telle qu'on peut la décrire, qu'on pouvait déjà la décrire il y a 2 semaines ou aujourd'hui. Vous y étiez au mois de mars, c'est ça? Oui. À quel point la situation s'est détériorée sur le plan humanitaire depuis? Alors, je dirais pratiquement à tout point de vue. Alors évidemment, Médecins du Monde travaille sur les enjeux de santé, donc sur la santé physique des populations qu'on peut recevoir dans nos différentes cliniques. Dans le centre de la bande de Gaza, sur la santé mentale aussi, hein, on en parlait déjà beaucoup au mois de mars justement. Là, on va plus loin encore dans le niveau de traumatisme et dans ce qui va être compliqué, voire impossible dans certains cas à surmonter. On parle de personnes qui se sont déplacées. On parlait déjà de 6 ou 7 fois au mois de mars. Là, pour certains, on est à 20 déplacements pour trouver à chaque fois des nouveaux abris, une tente, quelques bâches en plastique, avec, encore une fois, ce niveau d'insécurité qui est tellement fort, qui génère aussi une anxiété et un stress permanent. Et après, sur la santé physique, on a craint très fortement, et on n'est pas encore sorti sur quelques épidémies, et on a des pics comme ça d'inquiétude. Donc tout d'un coup, il y a une forme de mobilisation et un infléchissement léger des autorités israéliennes pour inverser la tendance sur certaines épidémies. Mais les conditions ne sont absolument pas réunies pour que les populations soient telles qu'elles devraient l'être, c'est-à-dire protégées par le droit international humanitaire. Quand il lance l'opération militaire contre le Hamas, le Premier ministre israélien a un double objectif, on va le rappeler, éradiquer le Hamas et récupérer les otages enlevés le 7 octobre pour arriver, évidemment, depuis un an, c'est un déluge de feu, bilan humain terrible selon le ministère palestinien de la Santé, plus de 41 000 morts, plus de 96 000 blessés. Agnès Le Hallois, alors évidemment, je vais rappeler aussi le bilan du 7 octobre, je l'ai donné tout à l'heure, 1139 morts, 700 civils, 251 otages. Le Hamas pouvait-il s'attendre à autre chose qu'à une riposte aussi violente d'Israël ? Il savait très bien qu'il y aurait une riposte d'Israël, bien évidemment, puisque dans toutes les opérations qui se sont déroulées par le passé, la riposte israélienne a toujours été évidemment très importante par rapport à ce qui pouvait se passer dans le territoire de Gaza ou en Cisjordanie. Est-ce qu'ils ont mesuré que ça irait aussi loin et qu'un an après, on en serait là où nous en sommes, à savoir un territoire complètement rasé, une population qui, comme le rappelait Louise, effectivement, a été déplacée 10, 15, 20 fois, plus d'hôpitaux pratiquement, ou en tous les cas un système de santé qui ne fonctionne pratiquement plus. Je ne suis pas sûre qu'ils avaient imaginé que ça serait aussi important. Il y a un principe de proportionnalité dont vous parlez dans votre livre, et notamment dans le chapitre que vous avez écrit. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Selon dans les opérations de guerre, il y a quand même ce qu'on appelle un principe de proportionnalité. Donc, effectivement, on peut mener une opération contre une cible militaire si on estime qu'elle est importante, mais on doit faire attention à ce que les dégâts autour ne soient pas trop importants par rapport à la cible qui est visée. Or là, ce dont on se rend vraiment compte en analysant tous les rapports qu'on a réunis dans ce livre, c'est qu'on voit bien que la stratégie qui a été menée par Israël dans la bande de Gaza va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement de raser cette bande de Gaza. C'est-à-dire que les moyens militaires utilisés, c'est pas simplement de viser un combattant du Hamas qui a été repéré à tel endroit, mais on ne fait pas dans le détail. Et s'il y a un immeuble qu'on vise, eh bien s'il y a 50 morts, eh bien il y a 50 morts. Et voilà, c'est comme ça et on ne prend pas la peine parce que soit c'est dans l'urgence, soit et il y a tout un chapitre aussi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment les cibles sont déterminées, mais sans qu'il y ait le renseignement humain qui permette d'affiner
ces cibles. Et donc avant, effectivement, avec un renseignement humain, on peut se dire il y a tel combattant à tel endroit et on le vise et on essaye de viser que celui-ci. Ça a été le cas de l'assassinat de Haniyeh, par exemple, à Téhéran, où au millimètre près, Haniyeh a été visé et les dégâts collatéraux, comme on les appelle, ont été très limités. Dans la bande de Gaza, c'est vraiment des bombardements massifs. Oui, on parle, Didier Loraz, d'un des territoires les plus denses de la planète, il faut le rappeler. Un des territoires les plus denses de la planète, ce qui nous emmène vers la guerre urbaine dans ce qu'elle a de plus terrifiante. C'est de l'échelle de Mossoul, c'est pire que Stalingrad. Et d'autant plus que, comme on vient de le dire, le Hamas s'y était préparé. Alors, dans le calcul du Hamas, on peut aussi se poser la question, est-ce que l'Iran va nous aider? Est-ce que le Hezbollah va taper plus fort tout de suite? Parce que, grosso modo, quand même, dès le 8 octobre, le Hezbollah a commencé à envoyer des roquettes sur Israël, mais j'ai envie de dire, modérément, juste pour... Voilà, ils ne voulaient pas s'engager complètement. Mais ce à quoi on a assisté pendant un an, parce qu'en gros... Nous, on a des sources militaires qui nous disent ce qu'on peut peut-être... alors, les populations civiles ne le diraient certainement pas comme ça, mais en gros, l'opération telle qu'elle a commencé juste après le 7 octobre, elle est terminée quasiment depuis la mi-septembre. On n'est plus sur les mêmes volumes de combat. Mais effectivement, tout est rasé. Il reste absolument plus rien. Alors, le résultat militaire, on peut en débattre. Éradiquer le Hamas, on n'éradique pas une idéologie. Donc, il y a entre 20 et 25 bataillons du Hamas qui ont été réduits à néant. 90% des capacités du Hamas en termes militaires et notamment de capacités de production de roquettes qui auraient été détruites. Maintenant, il reste quoi? Très important. Il reste une capacité politique et une capacité de rester une insurrection. Justement, vous parlez du Hamas. Que reste-t-il du Hamas? C'est la question qu'on va se poser tout de suite avec Quentin Calmet. Rebonsoir Quentin. On va rentrer un peu dans le détail. Depuis 7 octobre, Israël qui cible les chefs du Hamas. C'est une opération secrète qui est intitulée Nili. C'est ça. Depuis fin octobre 2023, on lit dans la presse israélienne qu'une unité spéciale est en charge de la traque et de l'élimination des chefs du Hamas. Cette unité est composée d'agents du Shin Bet et du Mossad, les deux agences de renseignement intérieur et extérieur israéliennes. Il y a une demi-douzaine de figures du Hamas qui étaient particulièrement dans le viseur d'Israël. Beaucoup ont été tués récemment, Thomas. Oui, et on en a parlé plusieurs fois, à commencer par le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Voilà, le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué le 31 juillet dans une explosion de sa résidence à Téhéran, où il s'était rendu après avoir assisté à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. On voit d'ailleurs ces images tournées la veille de sa mort, le 30 juillet. Haniyeh était à la tête de la branche politique du Hamas depuis mai 2017 et exilé depuis 2019 à Doha, au Qatar, ainsi qu'en Turquie. Son assassinat a été imputé à Israël par le mouvement islamiste palestinien, ce que semblent confirmer les enquêtes journalistiques des derniers mois, notamment celle-ci du New York Times. Autre chef ciblé, membre du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri. On voit des images de ses funérailles. Il était le numéro 2 de la branche politique du Hamas. Et voilà, ça, ce sont ses funérailles à Beyrouth, puisqu'elle a été tuée lors d'une attaque de drone sur la banlieue de Beyrouth, donc au Liban. C'était le 2 janvier. Ces images sont quelques jours après, en janvier dernier. Oui, et puis l'armée israélienne a également revendiqué, c'était début août, avoir tué Mohamed Deif, un chef militaire du Hamas. Effectivement, le 1er août dernier, l'armée israélienne a diffusé un visuel. L'homme y est décrit comme un cerveau de l'attaque du 7 octobre. Initiated, planned and carried out the October 7th massacre. Il a planifié les attaques, il les a menées, dit ainsi Israël. Mohamed Deif, qui était le commandant suprême des brigades Esdin al-Qassam, il aurait été tué lors d'une frappe le 13 juillet. Nous sommes dans la région de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Ça, ce sont des images fournies par l'armée israélienne. Il était recherché depuis 30 ans. Il aurait commandité des attentats suicides contre des civils au milieu des années 90 et aussi de 2000 à 2006 en opérant via les fameux tunnels souterrains de la bande de Gaza. Marwan Issa a été
est son bras droit, numéro 3 du Hamas, lui aussi un des organisateurs des attentats d'octobre 2023. Lui a été tué mi-mars dans une autre frappe de la bande de Gaza. Et enfin, Yahya Sinwar échappe toujours à l'armée israélienne. Il est pourtant décrit comme un des autres cerveaux des attaques du 7 octobre. Il a pris la suite d'Ismaël Haniyeh depuis août dernier à la tête du Hamas. Israël parle de lui comme d'un mort en sursis, tant il est une cible prioritaire. Merci beaucoup, Quentin, pour toutes ces informations. Agnès Levallois, on parlait de l'objectif de guerre, l'un des objectifs de guerre de Benyamin Netanyahou, éradiquer le Hamas. Effectivement, Didier Loras nous le rappelait, c'est une idéologie, mais c'est quelle idéologie ? C'est une idéologie, c'est un mouvement qui s'inspire, qui est la branche palestinienne des frères musulmans, donc un mouvement qui revendique l'islam politique, à savoir que l'islam doit diriger le politique, donc c'est vraiment un mouvement qui est dans cette logique, avec des pressions très fortes sur la société, avec des contraintes dans la vie sociale pour respecter à la lettre l'islam, avec une conception très conservatrice de l'islam. Ce qui fait d'ailleurs qu'avant le 7 octobre, il y avait pas mal de réactions au sein de la population de Gaza contre cette présence et cette pression exercée par le Hamas, puisque je rappelle que le Hamas dirige la bande de Gaza depuis 2006, suite à des élections qui avaient porté ce parti au pouvoir. Alors pas parce que la majorité des Gazaouis adhéraient à l'idéologie forcément des frères musulmans et du Hamas, mais en défiance par rapport à l'autorité palestinienne et par donc le Fatah qui inspirait l'autorité palestinienne, qui était considérée comme extrêmement corrompue et qui ne répondait pas aux attentes de la population. Mais donc depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection dans la bande de Gaza ? Non, il n'y a pas eu, parce que c'est tout le débat au sein de la communauté palestinienne, du peuple palestinien, où il devait y avoir des élections il y a quelques années, et Mahmoud Abbas, qui est le chef de l'autorité palestinienne, qui lui est basé en Cisjordanie, n'a pas voulu que les élections se tiennent, sachant qu'il allait les perdre. Et donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réactions au sein de la bande de Gaza contre cette pression sociale qu'exerçait le Hamas. Et depuis, alors difficile parce qu'évidemment il n'y a pas de sondage dans la bande de Gaza, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une partie des Gazaouis qui soutiennent parce que grâce... Et là, je mets évidemment des guillemets à ce qui s'est passé le 7 octobre. Le sentiment des Palestiniens, c'est qu'on parle à nouveau de cette question palestinienne qui avait été complètement mise de côté depuis des années et dans le processus de normalisation dont on a beaucoup parlé entre Israël et certains pays arabes. Oui. Louise Almebichet, peut-être avant le 7 octobre, est-ce qu'on pouvait travailler en tant qu'humanitaire à Gaza sans se plier aux règles imposées par le Hamas, notamment, par exemple, pour des femmes ? Alors, oui, tout à fait. En tout cas, sur cette question, en tant que femme, on travaillait avec des collègues femmes. On était très loin d'un contexte comme ce qu'on peut connaître en Afghanistan, par exemple, aujourd'hui, avec une interdiction de travailler, etc. On n'était absolument pas dans ce contexte-là. Après, je tiens à préciser aussi que pour une organisation non gouvernementale comme Médecins du Monde, c'est un métier, c'est un savoir-faire de pouvoir dialoguer avec un ensemble de parties prenantes. C'est encore tout à fait le cas aujourd'hui. Il y a encore une administration très mise à mal, mais gazaoui, donc pas forcément Hamas par ailleurs, par rapport à ce que Agnès disait à l'instant aussi, c'est tout à fait juste. En tout cas, ça fait partie de notre savoir-faire de pouvoir travailler en toute impartialité. On parle et à juste titre, évidemment, de la lourde responsabilité d'Israël et de Benyamin Netanyahou dans le martyre vécu par les Gazaouis depuis 1 an. Mais Didier Loras, il y a aussi la responsabilité du Hamas. Je vais être volontairement angélique, mais s'ils avaient voulu rendre les otages, l'opération israélienne se serait terminée. De toute façon, il est évident qu'on parle d'une organisation... et notamment, puisqu'on en parlait à l'instant, Yahya Sinwar, qui est donc aujourd'hui quasiment le seul grand leader charismatique. Pour lui, fondamentalement, l'action politique, elle passe par la guerre. Donc, il n'est pas question de protéger des civils. C'est absolument pas le projet. On a vu, rien que le 7 octobre... l'opération telle qu'elle est pensée, elle est absolument odieuse. Et effectivement, je pense qu'il y a un calcul politique d'un cynisme absolu, mais de part et d'autre, mais qui fait que on ne peut pas décemment considérer que la première pensée tous les matins de Yahya Sinwar, elle va pour le peuple gazaoui. Ça n'a absolument pas de sens. Aujourd'hui,
lui ne pense qu'à une chose, c'est imposer le Hamas politiquement dans l'avenir de la bande de Gaza, et il n'a absolument pas envie de négocier un cessez-le-feu. Donc, oui, bien sûr que la population... Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le cas dans tous les conflits, là. Dans quel conflit les populations civiles ne sont-elles pas prises en otage? Et je pense que vous pouvez en parler d'expérience. Enfin... Oui, après, là, il y a une particularité quand même qu'on ne retrouve pas ailleurs, de par la densité de population. On en parlait tout à l'heure, effectivement, plus de 2 millions de personnes en état de siège depuis bientôt 1 an. On est quand même là sur des niveaux d'atteinte au droit international humanitaire, d'empêchement à l'accès, mais on parle d'accès, voilà, je vous apprends rien, hein, mais à la nourriture, aux soins, à l'eau potable. Oui, alors que le droit international oblige Israël à permettre aux humanitaires de travailler. Tout à fait, à faire tout ce qui est dans son possible pour effectivement protéger les populations civiles, protéger les humanitaires justement, les personnels de santé, oblige Israël, mais oblige aussi les États tiers. Et donc là, en l'occurrence, la France, en l'occurrence, puisqu'on est concerné, a une responsabilité et comptable de son action ou de son inaction. Vis-à-vis de la protection du droit international humanitaire pour pousser en fait Israël à respecter ce droit-là. Je voudrais juste ajouter un mot, c'est qu'en fait, le blocus contre la bande de Gaza existait avant le 7 octobre. Il a été imposé, il a été renforcé et il est devenu pratiquement hermétique. Mais le blocus autour de la bande de Gaza existe depuis 2007. Et donc, il faut voir un territoire qui était déjà quand même extrêmement malmené depuis 2007, avec des ressources extrêmement limitées à cause de ce blocus. Et pourquoi le blocus a pu être, j'allais dire, aussi efficace, aussi rapidement? Parce que tout était déjà en place. Et là, on est simplement, j'allais dire, monté d'un cran dans ce blocus qui, à ce moment-là, est vraiment devenu pratiquement hermétique. Ouais. Peut-on se poser la question de l'avenir de Gaza? On va essayer. Comment reconstruire sur un champ de ruines? Sophie, où va Gaza? Eh bien, écoutez, il faut être optimiste. Hein. C'est un état d'esprit que l'on s'impose. Mais pour le moment, rares sont ceux qui voient une lumière au fond du tunnel en ruine auquel ressemble Gaza aujourd'hui. Car quelle autorité par la suite, quand elle adviendra enfin sur ce territoire de 360 km², peut-on envisager la libération de Marwan Barghouti, le leader de la deuxième intifada, incarcéré depuis 2002 et soumis depuis le 7 octobre à un régime de détention extrêmement sévère? Il est devenu un symbole. Avec d'autres, pourrait-il contribuer à la renaissance de l'autorité palestinienne alors qu'elle est tellement affaiblie par Israël, y compris financièrement? Cette autorité, ensuite, pourrait-elle survivre à une explosion sociale en Cisjordanie, tellement touchée par la colonisation qu'elle est devenue un territoire incohérent en forme de peau de léopard? Et on continue de se poser des questions. Cette autorité pourrait-elle s'imposer à Gaza? Eh bien, effectivement, comment faire en effet pour que cette force pragmatique, a priori plus modérée, capable de dialoguer au moins, puisse prendre les rênes à Gaza? Selon les expertises, les dernières, la bande compte plus de décombres que l'Ukraine. Or, la ligne de front ukrainienne fait 900 km, la ligne, celle à Gaza, en fait 40. Des estimations fin août évoquent 37 millions de tonnes de décombres contaminés par des munitions non explosées, sans compter l'amiante. Et que dire du chiffre des morts et des blessés, qui est l'objet de plusieurs dizaines de milliers, peut-être sans doute au cœur d'une bataille, des récits entre belligérants. Alors, qui pourrait intervenir? Eh bien voilà, oui, qui pourrait influencer le cours de l'avenir sur ce territoire, alors que cette guerre est une saignée quotidienne aussi pour l'économie israélienne, et certainement pas la France, ironisent certains. D'autres glissent quand même qu'elle pourrait aussi reconnaître déjà l'État palestinien et soutenir la Cour pénale internationale. Des regards aussi, Thomas, se tournent vers la Chine, qui tente de faire dialoguer les parties. Et vers les États arabes aussi. Eh bien oui, pourquoi pas, éventuellement, un arc sunnite est-il envisageable avec la résurrection d'une sorte de plan arabe pour la paix qui puisse résonner avec un plan un peu nébuleux, Gaza 2035, d'exploitation des ressources minières présentées avant l'été par Benjamin Netanyahou? Ces États sunnites seulement le voudront-ils, et les Palestiniens? Voilà, la question est: tout cela est seulement possible sans une véritable alternance politique en Israël. Et en cas d'alternance politique en Israël, les nouvelles autorités seraient-elles seulement d'accord pour la création d'un État palestinien? Et la volonté de deux États semble faible dans l'opinion.
comme celle d'ailleurs de lâcher les colons en Cisjordanie. Hélas, nous en sommes réduits à une litanie de questions. Merci Sophie. Et je retiens que vous avez démarré, effectivement, il faut être optimiste. C'est un état d'esprit que l'on s'impose. On ne peut pas faire autrement quand on essaye d'imaginer l'avenir de Gaza. Déjà, est-ce qu'il peut y avoir une alternative politique palestinienne au Hamas à Gaza ? Oui, il peut y en avoir une, parce que alors, le jour où la guerre s'arrêtera, lorsqu'elle s'arrêtera, c'est évident qu'il va y avoir une aspiration de la part des Gazaouis à autre chose qu'une direction incarnée par le Hamas, même si le Hamas, alors en Cisjordanie, alors que le Hamas était minoritaire en Jordanie, aujourd'hui est devenu majoritaire parce que justement, il a bénéficié de ce retour de la question palestinienne. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation est tellement dégradée, non seulement dans la bande de Gaza, mais on l'a vu au Liban, et la Cisjordanie, dont on ne parle pas, mais qui vit un drame aussi tous les jours, et avec une situation qui se dégrade tous les jours. Et le vrai objectif d'Israël, c'est la Cisjordanie, beaucoup plus que la bande de Gaza. L'objectif des colons aujourd'hui, c'est de faire partir les Palestiniens de Cisjordanie parce qu'ils estiment que c'est leur terre. Et donc, d'imaginer, d'envisager même une autorité palestinienne qui pourrait renaître dans ce contexte, alors que la guerre est déjà en Cisjordanie et risque de devenir beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, paraît complètement hors de propos. Mais il y a des alternatives. Vous avez cité Marwan Barghouti, qui est vraiment l'homme qui a le dialogue avec le Hamas, qui a toujours dialogué, même si c'est un représentant du Fatah, vraiment le parti de Yasser Arafat. Il a toujours négocié avec le Hamas. Mais c'est la raison pour laquelle, évidemment, il a pris des dizaines d'années de prison et qu'Israël ne le laissera jamais sortir. Parce que, aussi, la population israélienne, et à cause des massacres du 7 octobre, s'est radicalisée de telle façon que cet objectif paraît à des années-lumière de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ouais. Puisqu'on parle de l'avenir de Gaza, on va évidemment s'intéresser aux enfants palestiniens qui ne vont plus à l'école. C'est ce que rappelle le porte-parole de l'UNICEF pour ces territoires palestiniens. Ainsi, lorsque nous sommes à Gaza, nous voyons des enfants partout. Et il s'agit en fait d'une préoccupation majeure, car ils ne vont pas à l'école et doivent contribuer à la survie de leur famille. Vous avez donc de très jeunes enfants, âgés de 5 ou 6 ans, qui marchent dans un énorme tas d'ordures et essaient de récupérer tout ce qu'ils peuvent. En fait, lorsque nous avons rencontré certains d'entre eux, ils cherchaient surtout du papier et du carton pour faire du feu, essentiellement pour cuisiner à la maison. Louise, à quel point les enfants sont les premières victimes de cette guerre depuis un an à Gaza ? Alors déjà, je me reconnais tout à fait dans ce témoignage parce que c'est quelque chose dont on a effectivement parlé, notamment quand on y était au mois de mars. J'avais trouvé ça très frappant. En effet, ce nombre d'enfants, évidemment, oui, qui n'allaient pas à l'école et qui, en effet, je me souviens, faisaient des queues pendant de longues heures pour, à ce moment-là, en tout cas, chercher du pain pour leur famille. Et oui, ils sont les premiers touchés. Nous, ce qu'on peut voir dans les cliniques de Médecins du Monde, déjà, c'est des enfants qui, pour beaucoup, ne sont pas vaccinés. Donc, des enfants entre 0 et 5 ans, on parlait d'épidémie tout à l'heure. Évidemment, c'est un élément majeur en termes de propagation. Donc, on fait ce qu'on peut, mais ça ne correspond pas, évidemment, à l'entièreté des besoins. C'est des enfants qui, quand ils sont malnutris, sont en bien moindre capacité de lutter, justement, contre ces épidémies et contre des infections relativement bénines, qu'on sait traiter par ailleurs, mais quand il y a carence nutritionnelle, ces enfants-là, qui sont parmi les plus vulnérables, sont encore plus en difficulté pour guérir tout simplement, sans compter le fait qu'on a un manque criant quand même de médicaments, là aussi bloqué par une volonté politique israélienne de ne pas faire rentrer ces médicaments. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure, en termes de santé mentale, on parle d'enfants qui sont en état, là aussi, de stress permanent, qui ne dorment pas la nuit, qui mouillent leur lit, qui sont en inquiétude perpétuelle. Et en termes de développement
émotionnelles, cognitives, c'est des années cruciales. Et ça, évidemment, les conséquences seront là sans aucun doute. Et si on en revient, Didier Lauras, à l'objectif initial de Benyamin Netanyahou, cette génération d'enfants gazaouis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est exactement ce que je voulais dire. Alors en étant, pardonnez-moi, peut-être un petit peu cynique et en m'éloignant du drame humain qui est évidemment le plus important, c'est un tapis rouge pour la radicalisation. Ces gamins-là, entre 3 ans et 12 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent quand ils vont être en âge de prendre une décision ou quand ils vont être en capacité d'être enrôlés? Ils ont forcément une haine de celui qui a tapissé son territoire de bombes. Donc c'est des enfants qui deviendront des militants, alors que ce soit Hamas, Hezbollah ou autre, j'ai envie de dire anti-israéliens. Donc c'est encore une fois cette course en avant. Là aujourd'hui, la réalité militaire pour Israël, ça va être de réussir avec aujourd'hui quelque chose comme 5000 hommes, de contrôler la frontière sud avec l'Égypte et une espèce de ligne qui sépare la bande de Gaza du nord au sud pour empêcher les déplacements, avec des effectifs assez limités. Mais ça va durer des années avant de sécuriser la bande de Gaza. Donc, et pendant ce temps-là, comme toujours, comme on l'a vu avec l'État islamique en Syrie, en Irak, le drame humain nourrit l'extrémisme, le terrorisme, le militantisme, la radicalisation des pensées. Enfin, voilà, c'est la signature pour des décennies Et si on pense là aux Israéliens, à l'avenir des enfants israéliens, etc., c'est aussi les guerres futures qui s'écrivent d'une certaine façon et la sécurité d'Israël que la stratégie de Netanyahou peut mettre en jeu à l'avenir. Je voudrais terminer avec un dernier témoignage, puisque même s'il y a une très relative accalmie depuis une dizaine de jours, il y a évidemment encore des bombardements. Par exemple, le 23 septembre dernier, on est juste après un bombardement sur une école dans le camp de Nuseirat, c'est au centre de Gaza. Écoutez cet homme. Nous avons entendu une explosion, nous avons couru et nous avons trouvé la pièce en feu. Nous avons commencé à crier et des gens sont arrivés. Nous sommes entrés dans la pièce et nous avons trouvé quelque chose d'horrible. Moudjahid, sa femme et leur fille de 5 ans, tous en morceaux. Nous commençons à souhaiter la mort. Où sont les pays arabes? Combien de temps resteront-ils endormis? C'en est trop. Où sont les pays arabes? Pour combien de temps resteront-ils endormis, Agnès Loa? C'est intéressant et révélateur ce que dit Bien sûr, c'est vrai qu'il y a le drame de ces pays arabes qui ne se sont jamais emparés de cette cause palestinienne, ou alors uniquement pour des questions de politique intérieure. Et donc, il y a eu une concurrence entre ceux qui soutenaient la cause, mais pas du tout pour les Palestiniens en tant que tels, mais pour leurs propres objectifs. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, et aussi cette conséquence de cette normalisation évoquée tout à l'heure par certains pays arabes avec Israël, sans aucune condition pour les Palestiniens. Et donc, le fait qu'il puisse y avoir normalisation sans obtenir quand même de la part d'Israël quelques concessions pour aller soit vers 2 États, soit au moins alléger le blocus de Gaza ou je ne sais quoi, ça n'a pas été le cas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les Gazaouis peuvent être dans une colère évidente contre ces pays arabes, qui est tout à fait justifiée, face à ces pays arabes qui ne voient qu'une chose, c'est leur propre intérêt, comment négocier au mieux de leurs intérêts. Alors, face à ce rouleau compresseur israélien depuis 1 an, on commence à voir des réactions, en particulier de l'Arabie saoudite, qui considère que elle est toujours dans l'idée d'une normalisation avec Israël parce que c'est son intérêt, mais aucune normalisation possible sans vraiment un accord palestinien pour un État palestinien à terme. Mais pour l'instant, ce sont des mots et on sait très bien que le jour où l'intérêt de l'Arabie ce sera de normaliser, il normalisera quelles que soient les conséquences pour les Palestiniens. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était évidemment nourri aussi de l'actualité en ce moment même au-dessus du territoire israélien et sur le territoire israélien. Je vais vous donner les dernières informations en cette fin d'après-midi. Je suis toujours transparent. On est enregistré en fin d'après-midi ce soir. Un attentat à Tel Aviv qui a fait
4 morts et 7 blessés, c'est un bilan évidemment provisoire. Et puis alors sur l'espace aérien, il est fermé en Israël, il est fermé en Irak, il est fermé en Jordanie. Joe Biden a ordonné à l'armée américaine, je retrouve la dépêche, d'intercepter les missiles visant Israël. Voilà, malheureusement, on va rester prudent à cette heure, mais quand même dans un sentiment d'escalade ce soir. Merci encore, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Et je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez qu'on est disponible évidemment sur publicsena.fr. Vous pouvez revoir nos débats. Et puis c'est nouveau en podcast également sur les plateformes d'écoute. Et je vous indique, comme tous les soirs, l'invité de la matinale. Demain, Oriane Mancini reçoit Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. Bonne soirée.